Bienvenue dans Mission SEO. Salut Romain. Salut Seb, salut à tous. Et on se retrouve pour un nouvel épisode super sympa où on vous a préparé. Alors, c'est même pas nous qui vous avons préparé ça, on va vous tout vous expliquer. Mais en tout cas, c'est les 11 leçons pour réussir son SEO. Et pourquoi je vous dis, parce qu'on ne l'a pas forcément préparé, c'est qu'on s'est basé sur un article et on vous le mettra le lien dans la description d'une consultante SEO anglophone qui a sorti un bel article là-dessus. Et on va vous détailler ces 11 leçons si vous voulez réussir votre SEO qui se base sur plusieurs centaines d'audits. Et donc, c'est toujours intéressant. Et bah, l'idée, c'est qu'on vous présente ces 11 leçons et qu'on en discute avec Romain sur nos points de vue qui sont parfois, qui se rejoignent et parfois qui sont contradictoires. Mais c'est tout l'intérêt justement d'être deux dans ce type de podcast. Alors, on démarre direct. Leçon numéro 1. Allez, première leçon, le référencement technique, c'est la base de votre réussite en SEO. Alors quand on parle de référencement technique, il y a beaucoup de choses dedans, mais pour faire simple, on va réduire ça à 2 concepts assez clés, on va dire, sur les aspects techniques du SEO, que sont la crawlabilité et l'indexabilité. Voilà, la crawlabilité, c'est les bots qui vont venir sur votre site et qui vont parcourir votre site pour ensuite aller indexer vos pages et vos URL sur Google, sur les moteurs de recherche, mais sur Google principalement. Donc la première leçon, c'est ça, c'est que le référencement technique, faut voir ça un peu comme la base, le cadre de votre, on va dire de votre travail SEO au quotidien que vous allez avoir sur votre site. Mais ça dépend. Ça dépend parce que l'aspect technique, pour résumer globalement, je pourrais dire que plus le site est gros et plus c'est important. Plus c'est un paramètre qui va être important en SEO. Si vous avez des sites qui ont quelques dizaines, voire même quelques centaines de pages, l'aspect technique du SEO est important. C'est une bonne base, c'est un cadre structurant qui est important de travailler dès le départ. Mais c'est pas ça qui va faire la différence, quoi. Concrètement, c'est un peu ça l'idée, quoi. Alors, là où moi je la rejoins sur la façon dont elle l'exprime, tu l'as très bien dit, c'est sur la crawlabilité et l'indexabilité et indexabilité, je vais y arriver. Donc sur l'index et le crawl, ça c'est hyper important parce que si Google n'a pas les clés pour avoir accès à votre site, de toute façon, il ne pourra pas y rentrer ou s'il va au mauvais endroit, voilà. Donc il faut vraiment que vos pages soient indexables et que Google puisse y avoir accès. Mais c'est juste ça, sur la partie technique. Après, je te rejoins, Romain. Après, de là à se dire qu'il faut atteindre tant de millisecondes et tout ça, alors si votre site met 15 secondes à charger, là on est en dehors de tout univers acceptable. Mais en tout cas, si on se base que sur ça, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que votre site il soit crawlable, quoi. Il faut qu'il soit accessible par Google. Et bon, ça nous paraît tout à fait normal quand on le dit. Mais combien de fois encore on tombe chez des prospects ou des clients où leur site n'est pas tout à fait accessible par Google et on s'étonne de dire putain, mais mon site est pas, j'arrive pas à le retrouver sur Google, quoi. C'est la base, hein. C'est la base de l'indexation qui est liée au fait d'être crawlable. C'est la base de base, quoi. C'est-à-dire que s'il y a même pas cette étape-là, vous aurez beau faire tous les efforts SEO derrière, ça marchera pas parce que le site est même pas indexé. Les URL sont pas indexés, donc Google sait même pas qu'il y a ces pages-là qui sont travaillées et qui sont potentiellement intéressantes à aller indexer lui dans son registre. Et donc je vous invite à écouter notre épisode sur l'indexation des pages, où là on vous détaille justement comment rendre vos pages indexables avec plein de tips. Leçon numéro 2, parce qu'on en a 11 hein, quand même, donc il va falloir tenir le rythme. Le référencement JavaScript peut facilement mal tourner. Alors, il faut peut-être redéfinir un peu ce que c'est le JavaScript, hein, mais le JavaScript, c'est ce qui va vous permettre d'ajouter de l'interactivité, bah, voilà, grosso modo, à votre site. Donc c'est hyper sympa, ça peut rajouter du contenu qui est assez sympa d'un point de vue visuel, interactif pour les visiteurs. Par contre, Google le gère pas forcément toujours très, très bien, ne comprend pas toujours ce qui s'y cache derrière et parfois a du mal à indexer le contenu ou à le comprendre. Enfin, quand s'il le comprend pas, de toute façon, il peut pas l'indexer. Donc ça peut être compliqué, quoi. Attention à ne pas, utiliser du JavaScript, alors j'allais dire en masse, sauf si vous êtes hyper bon techniquement, mais c'est toujours la même chose. Si vous Ouais. savez ce que vous faites, pas de problème. Par contre, si, vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas assez technique,
Le HTML déjà peut aller très, très loin déjà dans la gestion d'un site. Donc attention à ne pas surutiliser du JavaScript. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller vérifier, des URL, si le JavaScript s'affiche correctement ou pas. Avec une vue, côté Google. Vous avez des plugins, des applications qui vous permettent de vérifier ça, en fait. Vous êtes sur une URL et vous pouvez voir comment Google, lui, voit la page, en fait, concrètement. Donc des fois avec ou sans JavaScript, si vous l'activez, le désactivez, vous voyez, assez rapidement, en fait, s'il peut y avoir des soucis ou pas sur la page. Et ce qui est sympa, de toute façon, si vous voulez, alors, comme tu le dis, Romain, tu as cette solution-là avec des petits plugins qui permettent de désactiver JavaScript. Donc, vous allez voir déjà ce qui apparaît ou pas, ce qui est en JavaScript ou pas. Et ce que donne donc Olgazar, hein, pour celle qui a écrit l'article, hein, pour la nommer, clairement, qui est consultante SEO. Ce qui peut être sympa et ce que j'utilise aussi, c'est que si vous voulez savoir si la partie JavaScript est indexée, eh ben, il suffit de prendre, je sais pas, du texte qui est sous JavaScript, de le mettre entre guillemets et de se faire facilement site deux points enfin, bien attaché, hein, avec votre nom de site www.nananana.fr espace, et là vous ouvrez les guillemets et vous mettez la phrase qu'il y a dans le JavaScript, fermez les guillemets. Là, vous allez voir directement si la phrase apparaît ou pas. Si elle apparaît pas, c'est que c'est pas indexé par Google, quoi. Et donc, Ouais. pas bon signe du tout. Donc attention au JavaScript, voilà. Mais là, on répète, si vous n'êtes pas techniquement irréprochable, bah, utilisez ce qui est le plus simple, hein. Parfois, le plus simple est aussi le plus facile à mettre en place et ça évite de se prendre la tête. Troisième leçon. Troisième leçon, le budget d'exploration. Donc le budget de crawl est important, mais seulement si votre site est énorme. Donc c'est un peu ce qu'on disait sur la première leçon. Là, on est plus spécifiquement sur le budget de crawl, ce qu'on appelle le budget d'exploration. Donc en fait, pour rappel, hein, c'est le budget que va allouer Google à chaque site. En fait, quand tu vas passer sur un site, il va dire, bah, OK, ce site-là, en fonction de la volumétrie, en fonction du nombre de pages, en fonction de s'il m'intéresse ou non, en fonction de la concurrence peut-être, en fonction des signaux utilisateurs qu'il a reçus de part, enfin, d'autres canaux, etc. Il va dire, en fait, bah, sur ce site-là, moi, j'y passe X ressources. Donc, j'y consacre X temps d'exploration de ressources. Et si ce budget est consommé sans que je sois passé sur toutes les pages et toutes les URL, tant pis, je m'arrête et je passe au spot et au site suivant, quoi. Donc, c'est ça. Et en fait, là, ce que ça dit, c'est qu'en gros, bah, ce budget de crawl, il est super important à partir du moment où votre site est vraiment gros, quoi. Il y a une espèce de corrélation entre la taille du site et le budget de crawl. Donc en fait, il y a pas lieu on va dire, de se prendre le chou sur un site où il y a 10 pages en se disant ah oui, mais si je fais telle action ou telle action, je risque d'avoir un souci avec mon budget de crawl. Non, dans les faits, c'est quand même, c'est assez rare en fait d'arriver à la limite du budget de crawl sans que Google ait réussi à indexer tout le site. Enfin, en tout cas, qu'il soit passé sur tout le site. Auquel cas, ça veut dire qu'il y a vraiment des gros soucis sur le site, quoi. Et là, le budget de crawl, c'est un peu le warning qui permet de mettre ça en évidence. Il y a deux notions qui sont intéressantes là-dedans, que vous allez retrouver sur la Search Console. Il y a deux statuts en fait d'indexation, de non-indexation en l'occurrence. C'est explorer non indexé et découvert non indexé. Et en fait, ces deux statuts-là vont vous mettre sur la piste potentiellement d'URL ou de contenus qui sont pas pertinents ou sur lesquels en tout cas Google bute parce qu'il n'a pas envie là en l'état de les indexer. Donc ça peut être parce qu'il est passé hier et il sait pas encore comment le positionner, donc ça viendra plus tard et il y a rien à faire. Ou alors si c'est exploré non indexé et que ça fait longtemps, généralement on impute ça sur un problème de contenu sur la page. C'est-à-dire que soit c'est pas pertinent, soit c'est du duplicate, soit c'est pas intéressant, il a pas envie de l'indexer. Voilà, là il y a plusieurs raisons qui méritent d'être creusées après une fois qu'on a identifié ça, quoi. Ouais, et puis c'est clairement ce qu'elle dit. Alors c'est hyper intéressant et c'est la façon aussi dont je vois les choses, mais que qu'est-ce qu'un petit site? Parce que c'est la question que vous allez pouvoir vous poser en me disant: «Bah, super, c'est quoi un petit site, et à partir de combien, en fait, de pages?» Je dois me poser la question de savoir s'il faut que j'étudie ou pas, mon budget crawl, s'il faut que je commence à et en fait, Google le définit très, très bien, en fait, dans ses documents. C'est de se dire qu'aujourd'hui, alors déjà un site petit site aujourd'hui pour Google, on va dire que c'est moins de 10 000 pages. Déjà, on se dit que déjà ça Il y fait a de la quelques marge, hein. pages.
Ouais. Ça fait il y a peu de marge. Et après, c'est si vous avez moins de 10 000 pages, donc c'est-à-dire plus de 10 000 pages, vous pouvez quand même vous poser des questions quand même sur votre crawl budget. Et en dessous de 10 000 pages, c'est si vous voyez une proportion qui commence à être de plus en plus importante sur la partie de ce que vous disiez là, Romain, en disant j'ai une partie explorée ou détectée, mais non indexée. Donc là, ça veut dire que vous avez un nombre de pages qui commence à ne pas être indexé. Donc là, il va falloir commencer à se poser la question. Mais si vous avez moins de 10 000 pages et que vous voyez que la plupart de vos pages s'indexent, vous posez pas la question, c'est pas la peine. Allez pas, travailler sur le contenu qui reste encore le cœur du sujet, sur l'UX, sur tout ce que vous voulez, mais pas forcément sur cette partie-là. C'est pas là où vous allez gagner des positions ou aller gagner, améliorer l'indexabilité. Oh, j'y arrive pas avec ce mot, ça me casse les Indexation? indexation. Allez. Indexabilité, oui, oui, c'est pareil. Je pense que c'est la même chose. Leçon numéro 4, l'analyse des fichiers journaux. Alors, l'analyse des fichiers journaux vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Alors là, on rentre un peu plus dans la technique. Donc, on va être assez rapide parce que c'est pas forcément le cœur du sujet. Et puis là, on arrive sur quelque chose qui est assez poussé. Ah, mais les fichiers journaux, ça permet de suivre toutes les visites des robots, des moteurs de recherche sur votre site. Voilà. Donc vous avez Googlebot pour Google, vous avez BingBot pour Bing, etc., etc. Vous avez plein de robots qui vont venir, et puis plein de robots maintenant en plus qui viennent de l'IA, qui vont venir aussi visiter votre site. Et les journaux vont permettre de regarder quand est-ce qu'ils viennent voir votre page. Voilà. Donc forcément, en analysant ces fichiers journaux, vous allez pouvoir voir quelle page est visitée le plus, le moins, à quelle fréquence. Voilà. Donc il y a des outils. Il y a un outil qui s'appelle Screaming Frog qui permet de le faire. Alors attention, c'est pas Screaming Frog classique comme on le connaît. C'est un outil à part qui s'appelle Screaming Frog Log File Analyzer, je Checker, crois. non? Un truc comme ça, Ouais, ouais. ouais, ou Checker peut-être, ou Analyzer. Voilà, qui permet d'avoir les infos. Et je sais que par la Google Search Console aussi, vous avez, et là spécifiquement pour les robots de Google, vous avez une image, quoi. Donc ça, c'est assez sympa, mais à nouveau, moi, alors sur cette partie-là, je la rejoins pas trop parce que je vais reprendre ce qu'on disait juste avant. Sur des sites qui sont très légers, il n'y a pas Ouais. besoin d'aller vérifier votre fichier, enfin vos journaux. Donc tant que vous êtes sur un site à taille humaine, on va dire, c'est pas forcément nécessaire. Pas là-dessus. Là, par contre, si vous passez sur un stade au-dessus, Ouais. vous avez plusieurs milliers, voire des millions de pages, oui, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est oui, oui, là, le fait d'avoir, enfin, la taille du site va beaucoup jouer là sur l'analyse de log. Clairement, si vous n'êtes pas sur un e-commerce qui fait des millions d'URL et vous n'arrivez Ouais, pas à identifier un souci. Alors par contre, l'analyse de log, c'est hyper puissant. C'est-à-dire que vous avez des insights là-dedans. À partir du moment où vous farfouillez, vous allez tout analyser parce que là, vous avez une vue d'ensemble en fait et vous avez potentiellement tous les soucis qui sont remontés sur les logs, mais par contre, c'est très fastidieux, c'est assez spécifique. Enfin voilà, je sais que c'est assez compliqué à mettre en œuvre mais là, on est vraiment sur des typologies de sites où typiquement, on est sur des millions d'URL, donc les e-commerce, généralement, ça marche ouais. bien, ça, faire des analyses de log pour voir où est-ce qu'il y a des soucis. Sur les serveurs aussi, notamment, on peut aller analyser les logs sur les serveurs aussi, sur certains éléments techniques, sur les perfs. Donc toujours pareil, hein, comme on est sur des millions d'URL, on va aller optimiser les performances. Et un petit gain de performance sur 3 millions de pages, potentiellement, ça peut faire la différence sur un ranking global, quoi. Donc Mais là, c'est pertinent. Mais, toute une question de priorité, parce qu'aller vérifier que vos pages enfin, aller vérifier les fichiers journaux, alors que vous n'avez pas un bon balisage, alors que vos pages sont pas bien construites, ouais, c'est alors que vous n'avez pas travaillé des mots-clés, que votre structure est pas bonne, vous n'avez pas de maillage interne. Enfin, là, il y a une gestion de priorité d'abord. Pour moi aujourd'hui, c'est pas une leçon. Aujourd'hui, faut la mettre plutôt à la fin entre guillemets. Faut pas la mettre de côté, mais c'est plutôt un stade d'après. Il y a plein de choses à faire avant, oui, surtout si oui, vous oui. avez des sites qui sont, comme je disais, à taille humaine, avec quelques centaines, voire un millier de pages. Vous avez largement plein de choses à faire avant. Oui, parce que les logs, c'est souvent la dernière étape quand on sait pas, en fait. Quand on a vraiment, on a tout regardé à côté, on a vu le contenu, netlinking, on a fait les perfs et tout, on comprend pas pourquoi le site, à un moment donné, il prend pas plus d'ampleur que ce qu'il devrait parce qu'on a fait beaucoup de SEO dessus. C'est un peu voilà, c'est vraiment le truc ultime où vraiment là, on va voir dans le détail, et on va vraiment sur des paramètres très techniques, qui sont liés au moteur de recherche, aux bots qui crawlent le web et tout. Donc, c'est assez, ouais, c'est vraiment à la fin, quoi. Ouais.
Le Donc son ça, numéro 5, 5. les Core Web Vitals, pardon. Donc les Core Web Vitals, pour redéfinir ce que c'est parce que Google a beaucoup Alors, la communiqué. leçon, attends, je t'arrête, Romain. La leçon, c'est les éléments essentiels du web sont surestimés. Oui, 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 ouais. Je voulais attaquer comme ça, je voulais déjà définir le truc et puis Ah dire ouais, mais après. t'as raison, excuse-moi. Mais globalement, Je t'ai spoilé. non, non, c'est pas grave. Les Core Web Vitals, il y a eu beaucoup de communication de Google il y a plusieurs années, disant que, incitant fortement, on va dire, les éditeurs de sites en disant, ben voilà, il va falloir optimiser vos perfs et tout, et ça va beaucoup jouer sur vos positionnements et tout ça. Finalement, ce que ça dit là, c'est que après des milliers d'audits, et même nous on s'en rend compte, c'est que c'est pas un élément hyper déterminant non plus aujourd'hui. En tout cas là en 2025, c'est pas parce que vous allez travailler vos core web vitals que vous allez tout exploser sur les rankings. Et je dirais même que c'est plutôt l'inverse en fait. Ouais. Vous allez consacrer du temps, des ressources sur ça. Et dans une logique Pareto, c'est pas forcément optimal, quoi. Il y a probablement d'autres leviers à aller travailler sur votre site que avoir toutes vos core web vitals qui sont dans le vert et qui sont OK. Donc après, la démarche est bien côté Google, c'est-à-dire ils ont fait un effort sur l'affichage. Quand on va sur page Speed Insight, on voit tout de suite maintenant les core web vitals. Ça permet de synthétiser l'information et on peut rapidement savoir où est-ce que ça peut pêcher sur si c'est du serveur, si c'est voilà un autre élément, du rendering, si c'est voilà, il y a plein d'éléments comme ça qui sont mis en évidence. Donc ça permet ensuite d'aller cibler plus précisément les perfs qu'on va aller travailler parce qu'on voit qu'il y a un souci. Donc si c'est le serveur, si c'est lié au site, si c'est voilà potentiellement le CMS, le thème qui est trop lourd, trop de JavaScript ou enfin voilà, qu'importe. Donc l'initiative est bonne côté Google, mais c'est un peu comme toujours avec Google, c'est-à-dire que ils font de la communication, ils incitent les gens à faire telle ou telle action parce que eux derrière ils y gagnent parce qu'ils y passent moins de ressources, les sites sont plus rapides, ils sont plus optimisés, donc ils consomment moins de ressources et Google, ça les aide eux à préserver de la ressource, à payer moins de ressources pour aller auditer plus, enfin pour aller crawler plus de sites. Voilà, il y a toujours une une idée derrière côté Google qui est pas de vous faciliter la vie pour vous faciliter la vie. Le but du jeu, c'est de voilà, c'est d'améliorer eux leur confort et de in fine d'aller soigner leur chiffre d'affaires quoi. C'est un Ouais, peu puis ça. Je schématise, mais donc ils vous incitent à faire du bon travail pour leur faciliter le travail, mais ce qui en soi est une bonne chose aussi. Mais c'est pas l'élément. Encore une fois, les core web vitals, c'est pas ça qui va vous faire passer de dixième à premier sur une thématique concurrentielle. Enfin voilà, sur votre marché quoi. C'est pas du tout ça quoi. sachant que généralement, vous regardez, vos concurrents au niveau du positionnement, comment ils sont positionnés par rapport à vous là. Si vous regardez ceux qui sont, sur vos mots-clés principaux, ceux qui se retrouvent sur Google, et puis qui sont bien positionnés, vous allez voir que vous regardez les Core Web Vitals et en fait, vous allez voir qu'ils sont pas si bons que Souvent, ça. ouais, Donc c'est une catastrophe. Ouais. Oui, oui. Donc ça ne veut pas dire que c'est un élément qui est, prépondérant dans votre positionnement, mais on va revenir sur la partie technique qu'on a déjà évoquée sur les anciennes leçons. Mais c'est se dire qu'il faut que vous ayez un site qui tourne, qui soit rapide. Après, aller gratter des millisecondes si vous n'avez pas, plusieurs centaines de milliers de pages, c'est pas il y a pas trop d'intérêt, ça et en plus, vous allez passer du temps. Ça va vous demander un investissement humain ou et financier pour rien derrière. Par Donc contre, juste préciser là-dessus que c'est un élément indirect. Si vous êtes sur oui. mobile et que votre version mobile vous vous apercevez que via les Core Web Vitals, c'est une catastrophe parce qu'en fait, vous êtes à, je sais pas moi, 10 secondes d'affichage et en fait, personne n'arrive à accéder à votre site. Là, les Core Web Vitals, elles sont intéressantes parce qu'elles vous permettent de mettre en évidence ça. Et ça, par contre, ça a un effet indirect qui est très important pour le SEO, du fait que vous avez des visiteurs qui sont frustrés, qui arrivent sur votre page et qui repartent tout de suite, ou voilà, il y a un taux de rebond énorme. Et les gens n'arrivent pas à accéder à votre site, donc vous allez tout de suite sur votre trafic. Enfin, là, il y a un souci. Et ça, par contre, c'est très préjudiciable en termes SEO. Mais c'est un effet indirect. Mais il faut C'est pas vraiment un effet que direct. ce soit réellement alors tu as raison de parler du mobile parce que c'est très important, mais il faut vraiment que ce soit dégradé. Enfin, je veux Oui, il dire faudra pas que ce soit catastrophique, quoi. ouais, enfin, alors après tout dépend où on met le curseur du catastrophique bien sûr, mais ce qu'on veut vous dire, c'est que attention à pas être, à vouloir tout être parfait partout, parce que c'est pas ça qui va faire que vous allez performer en SEO. Il oui, il faut faut être prioriser. Faut faut prioriser prioriser, l'action. faut prioriser.
Donc voilà, bon après on pourra en discuter pendant des heures, mais attention à pas, voilà, resserrer les petits boulons alors que ça tient rien du tout quoi et que c'est pas Ouais, c'est ça. vital. Ouais, Donc exactement. voilà, attention, attention, attention et généralement si vous montez un site sur WordPress avec un thème qui est bien foutu, attention aux thèmes gratuits des fois qui sont un peu lourds et qui sont pas optimisés SEO. On va dire que si vous utilisez un thème premium, qui a déjà une bonne base et que vous avez pas 35 000 plugins, généralement ça tourne. Voilà. En plus, vous avez un hébergeur qui fait le taf derrière. Généralement, ça tourne. Vous avez le gros boulot de vous l'avez fait. Voilà. Pour peu que le thème soit aussi responsive pour le mobile, bien sûr. Ça, c'est encore un autre sujet. Leçon numéro 6. Utilisez des données structurées pour aider Google à vous comprendre et à vous faire confiance. Alors, bien sûr, et là, on va éviter de vous faire un discours de 3 heures sur le sujet, puisqu'on a dédié un épisode aux données structurées et vous aurez toutes les infos, mais vous devez utiliser des données structurées, c'est indispensable. Il y en a plein, il y en a moult, que ce soit pour la partie e-commerce, sur vos produits, pour indiquer à Google que c'est un article, pour donner toutes les informations concernant votre entreprise. Enfin, voilà, les avis, enfin, vous en avez plein, 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 plein. Donc, on ne va pas tout vous redétailler, mais et je vous invite vraiment à écouter notre épisode sur les données structurées. En plus, on a eu des bons retours là-dessus, voilà et ils nous ont dit il y en a plein qui nous ont dit que Ouais. ça les avait aidés. Donc, données structurées, indispensable, indispensable, indispensable. On ne peut pas aujourd'hui avoir un site sans données structurées et vous avez des outils aujourd'hui qui vous permettent de les gérer de façon hyper simple. Ne mettez pas les mains dans le code, ce qui est important, hein. Donc, bon, on peut peut-être rappeler ce que c'est qu'une donnée structurée très rapidement, hein, mais en gros, c'est du résultat. C'est un balisage qui est intégré dans votre code qui permet de mettre des résultats entre guillemets enrichis. Voilà. C'est un résultat plus plus. Ça va vous permettre de mettre votre résultat et d'indiquer à Google vraiment de quoi parle votre page. Pas sur le sujet, hein, mais d'avoir quelque chose de très spécifique comme voilà, c'est un produit. Vous allez mettre le prix, est-ce qu'il est encore en stock, voilà, les avis sur ce produit, voilà. Et là, vous pouvez indiquer des événements, des jobs, vous avez de quoi faire. Voilà. Mais indispensable, indispensable sur cette partie-là. 7e leçon. À moins que Prochaine tu voulais peut-être rebondir sur les données structurées, parce que je t'ai coupé l'herbe sous le pied, mais. Ah non, 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 de structurer, oui, non, bah, comme tu disais, on avait fait un épisode et tout, donc allez l'écouter, hein, il est hyper complet là-dessus pour le coup et mais non, non, bah, écoute, non, non, leçon numéro 7, on va parler des mots-clés un petit peu, on en a pas encore parlé et Des quoi? effectivement tu connais pas? Tu sais pas ce que c'est? Non? Qu'est-ce que c'est ça? Les mots-clés, la recherche de mots-clés, la cartographie, donc le mapping que vous allez faire, donc tout le travail que vous allez faire d'analyse et de stratégie sur les mots-clés. Bah oui, sans suspense, sans faux suspense et sans surprise, c'est moi je dirais que c'est peut-être 50% à minima d'un succès d'un site en fait, hein. Ça repose là-dessus. C'est tout le contenu que vous allez mettre sur votre site, c'est important en fait et ça fait beaucoup de travail. S Pour schématiser ça, on a beaucoup parlé de technique là jusqu'à présent. Hmm. Retenez simplement que la partie technique en SEO, c'est un peu le cadre et la base que vous allez donner à votre site. C'est l'architecture, en fait. C'est les fondations, les murs, voilà, et le toit, on va dire. On va dire que c'est ça. Si ça, c'est OK, que ça tient la route et que ça tient bien dans le temps, que c'est durable et qu'il n'y a pas de souci majeur à ce niveau-là. Donc, que ce soit, on peut même inclure les données structurées là-dedans, hein, parce qu'il y a une partie technique. Données structurées, Core Web Vitals, les perfs, l'architecture de votre site, comment il est distribué, comment il facilite ou pas l'indexation et la crawlabilité. On revient à ces éléments-là. Ok, ça c'est la base, c'est votre maîtrise d'œuvre, on va dire, sur votre site. Et les mots-clés, bah, c'est tout ce que vous allez mettre dedans, c'est le contenu. Donc c'est les appartements, les logements, c'est votre immeuble, c'est tout ce que vous allez mettre là-dedans qui va faire la différence en fait par rapport à tout ce que vous allez trouver sur le web, sur votre secteur. Donc par rapport à votre niche, votre thématique, par rapport à vos concurrents, comment vous vous démarquez ou non sur le contenu de votre site. Voilà, on va dire que c'est le cœur vraiment de votre site. Tout passe par là. C'est sur vraiment l'aspect contenu. Moi, j'aime bien dire que le contenu, c'est le moteur de votre bagnole, quoi. De toute façon, vous ne pourrez Ouais, pas c'est un peu avancer sans ça. Ouais, contenu, sans mots-clés. C'est pas possible. ouais, c'est ça. Et c'est marrant, c'est vrai que tu rebondis sur la côté technique, mais c'est vrai que
toutes les leçons là qu'on indique en fait, et ça tourne beaucoup autour de la technique. Mais en fait, et même si cette leçon numéro 7 elle arrive en septième position et c'est qu'une leçon parmi les 11, c'est peut-être l'une des plus importantes et celle qui a le plus de poids. C'est qu'aujourd'hui, le fameux adage, une page, un mot-clé, c'est indispensable. Vous ne pouvez pas aller outre ça. Et donc, combien de fois aujourd'hui on rencontre encore des sites, mais qui n'ont pas d'appétence SEO. Donc, c'est pas une critique, c'est un constat, ou des sites qui ont été construits et où il n'y a pas cette logique-là en disant je réponds pour chaque page, je réponds à un mot-clé, à une problématique, à une recherche spécifique. Et tant que ça, c'est pas mis en place, de toute façon, vous pourrez faire tout ce que vous voulez d'un point de vue technique, UX, design, décorum, tout le tintouin. Même si vous voulez mettre plein de données structurées, si vos pages elles sont pas bien construites, pas la peine. Ça sert à rien. C'est voilà. Donc indispensable de chez indispensable. Et d'ailleurs, ça, je bascule sur la leçon numéro 8, qui est sur le référencement One Page, qui représente 80% du succès. Donc, on revient sur ça, et ça, c'est hyper important, leçon numéro 7 et 8. Et la huitième, voilà, c'est ça, c'est votre One Page. Donc, c'est toute la construction de votre page qui va être à 80% du résultat. On ne parle pas de technique, là, enfin, il y en a un peu sur le One Page, mais on est principalement sur comment vous allez construire votre page, quoi. Et donc, si elle n'est pas bien construite, et là, je vous invite vraiment à écouter nos anciens épisodes, qu'on va parler balisage, EEAT et compagnie, là, qui va évoquer tous ces sujets-là. Voilà, mais si vous n'avez pas de title, de méta-description, d'image, de tableau, de contenu enrichi, j'en passe et des meilleurs, bah, c'est pas la peine, quoi. Donc ça, c'est, voilà, le one page, tout ce qu'il y a sur votre page, c'est 80% du succès. Voilà. Donc, Ouais, la c'est un preuve. bon ratio. C'est un bon ratio, ouais, ça me paraît assez cohérent, ouais, 80 du taf, se fait sur votre site. En fait, c'est vous qui avez la main, c'est vous qui bossez sur votre site et le contenu, ouais, je reviens à ça. Moi, pour moi, c'est au moins 50 sur un site, en fait. Le contenu, donc toute la strat que vous allez faire de mots-clés, la sélection des mots-clés, comment vous allez, attaquer, les contenus, l'angle que vous allez donner, comment vous allez structurer vos pages, comment vous allez distribuer le maillage interne. Moi, je l'inclus là-dedans. Ouais, tu spoil la leçon numéro 9, mais Ouais, c'est c'est pour bien. ça que je fais une transition, et la Ouais. leçon numéro 9 justement, le maillage interne. Spoiler, le maillage interne. Maillage interne qui est oui, pour le coup, c'est une opportunité SEO qui est encore très souvent sous-exploitée aujourd'hui. Mmh. Malgré tout ce qu'on peut voir et toute la prise de conscience qu'il y a eu là de ces dernières années, hein, je trouve le maillage interne, c'est vraiment le truc qui est ressorti le plus là, je dirais sur les 3-4 dernières années, qui est le plus en plus rabâché en disant: «Bah, si tu fais un bon maillage interne, ça permet déjà de pallier pas mal de netlinking aussi, c'est vrai. Donc, il faut déjà travailler en interne chez soi sur son site pour aller un petit peu optimiser comme ça les liens de page en page. Et là, il y a vraiment du taf, un taf super intéressant à faire qui joint en plus l'aspect éditorial, l'aspect contenu, parce qu'on va aller chercher à optimiser le glissement sémantique. Donc, on n'est pas vraiment que sur un truc technique bête et méchant en disant bah, je transfère du jus de la page A à la page B, puis de la page B à C, parce que la page C, c'est la page mère, donc il faut lui donner plus de puissance. C'est pas aussi bête et méchant que ça, quoi. On peut vraiment faire du maillage interne de puriste, entre Aux guillemets, petits oignons. en allant optimiser les encres, en allant, voilà, le glissement sémantique, quelle page je lis, quelle est la plus pertinente, je fais du silo, je fais pas du silo, je fais plutôt du cocon, je fais pas du cocon, je fais un mix des deux, voilà, il y a plein de choses à faire sur le maillage interne, c'est vrai. Et là, pareil, on vous renvoie sur un épisode qu'on a fait sur le maillage Mmh. interne qui est dédié à ça et qui est assez complet, hein. Pour le coup, celui-là, il a bien marché aussi parce qu'il est vraiment, on a tout donné dans celui-là sur le maillage interne et c'est assez, enfin, pour avoir écouté plein de podcasts et tout, moi, j'ai pas trouvé autant de données, enfin, qui ont été données justement sur le maillage interne et tout. Enfin, voilà, nous, on délivre pas mal, donc n'hésitez pas à aller le voir, celui-là, il est vraiment bien. Ah ouais, et puis pour revenir à l'article que nous a fait, Olga là, qu'on n'a pas le plaisir de connaître, mais moi, c'est les leçons-là, là, la leçon 7, 8 et 9, c'est-à-dire, les mots-clés, la construction de la page, la one page et la partie maillage interne, pour moi, c'était des leçons qu'il fallait mettre en premier. Alors bien sûr, avoir une base technique, il faut que le site tourne, mais limite, c'est la leçon 2, 3 et 4, quoi. C'est les premières leçons qu'il faut avoir, c'est vraiment là-dessus, quoi. C'est des trucs indispensables, indispensables. Leçon numéro 10, c'est les backlinks
et les fameux backlinks dont on parle, et là, je vous invite aussi à écouter l'un Pareil, autre podcast sur les backlinks. Et donc, ces fameux backlinks ne sont qu'un levier SEO parmi d'autres. Et ça, c'est hyper important de l'entendre. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui amène énormément de débats, les backlinks. On voit de nombreux consultants SEO s'écharder sur le sujet en disant oui, bah, il faut pas en faire, il faut que ce soit naturel, soyez voilà. D'autres qui disent bah non, il n'y a que ça qui fonctionne. Moi, je suis vraiment partisan de dire que la solution, elle est entre les 2, elle est dans la nuance, parce que tout n'a pas besoin de backlinks. On n'a pas besoin de backlinks sur certaines niches parce qu'il y a peu de concurrence et que c'est pas ça qui va faire que ça va apporter quelque chose. Après, certains consultants, peut très bien vous proposer des backlinks, d'en acheter et voilà, hein, mais en tout cas, est-ce que c'est ça qui va apporter le SEO? Je suis pas certain. Et il y en a d'autres où on ne peut pas faire sans, parce que la concurrence est tellement forte que de toute façon, il va falloir monter l'autorité du site. Donc, pour moi, c'est un levier SEO et là, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle indique là, en disant que attention, c'est, un levier qu'on va activer selon, les besoins ou pas. et souvent à la fin de la strate. C'est-à-dire qu'on a fait du bon contenu, on a un site qui tient la route au niveau perf, on a travaillé toute la technique et malgré ça, on n'arrive pas à franchir ces fameux paliers, sur certains mots-clés qui sont très concurrentiels ou plus concurrentiels que les autres en tout cas. Et là, c'est ce qui va vraiment, logiquement, c'est l'étape finale en fait d'une stratégie, faire un peu de netlinking, c'est vraiment pour, mais si vous avez pas un bon contenu et si vous avez, un site qui est, dans une architecture un peu chaotique, ou en tout cas Google a du mal à comprendre ce que vous faites et c'est pas clair, vous aurez beau acheter 10 backlinks sur un lien, enfin Mmh. sur une URL, ça changera pas parce qu'en fait, lui Google, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui en 2025, il met la qualité du contenu et de ce qu'il met dans ses index en priorité versus, les backlinks. Mais ce qu'il ne faisait pas il y a 10 ans. Et en fait, on est dans une situation aujourd'hui où vous allez, je reviens sur ça, quand, ce que tu disais au début, c'est pour ça qu'en fait, c'est très nébuleux le netlinking et tout le monde se pose la question, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que c'est pas utile, est-ce que j'entends à droite que tu peux pas faire sans et j'entends à gauche qu'en fait, un bon contenu, ça suffit. Mais parce qu'on est précisément au milieu du gué, en fait, sur les backlinks. Mmh. Il y a 10 ans, il suffisait de faire 1, 2, 3, 10 backlinks sur un mot-clé et puis ça rankait et puis il n'y avait pas besoin de se faire chier sur le contenu. Enfin, pardon, hein, c'est exactement ça, en fait. Aujourd'hui, ça a évolué parce que Google se rend compte qu'il ne peut plus reposer à 100% sur le PageRank, sur le fait de recommander des pages comme ça uniquement sur des liens et sur la puissance des liens des sites que sur distribués comme ça. Et en fait, lui il est parti du constat, enfin, chez eux, côté Google, ils sont partis du constat que c'était largement perfectible et que ça ne pouvait plus reposer là-dessus, qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Les programmes de machine learning aidant, l'IA aidant, voilà, tous les systèmes en fait qui sont mis en place maintenant dans les algos côté Google permettent d'affiner les intentions de recherche beaucoup plus qu'avant, permettent de savoir précisément ce qu'il faut afficher à l'utilisateur. On rappelle qu'on est sur un moteur de réponse désormais. Lui, Google, ce qu'il a envie, c'est d'apporter un maximum de réponses à ses utilisateurs. Et à l'inverse, il évite de mettre des sites qui sont complètement artificiels et qui sont pas pertinents et uniquement montés dans des stratégies netlinking pour les ranker en fait. Donc c'est tout à fait logique. Donc on est vraiment au milieu du gué en fait. C'est-à-dire que Google a changé un peu de braquet là-dessus, sur l'autorité de site en tout cas, et il accorde de moins en moins confiance aux backlinks. Voilà. Donc on est un petit peu au milieu, c'est-à-dire que bah, effectivement, on se rend compte que sur des niches, bah, un super contenu qui répond à l'intention utilisateur, où il y a des très bons signaux utilisateurs dessus sur la page. On vous renvoie à Navboost. Mmh. On pourra faire un épisode là-dessus d'ailleurs, je pense, Ouais, parce que c'est vrai. c'est riche en informations et voilà. Et tous ces signaux-là font que bah, un contenu comme ça, uniquement éditorial, enfin qui est hyper pertinent sur l'intention de recherche suffit. Il n'a pas besoin de backlinks. Et ça, c'est de plus en plus, et je pense, c'est déployé maintenant sur quasiment tous les sites, toutes les thématiques. On peut plus se reposer facilement comme les anciens SEO il y a 10 ans, et certains sont blasés parce qu'en fait ils évoluent pas, ils restent sur ça. Ah, les backlinks c'est important. Oui, mais moins qu'avant et beaucoup moins qu'avant. Et on peut faire mieux. Un bon maillage interne, hein, on le répète, un bon maillage interne, un très bon contenu, un bon site qui tient la route avec une belle architecture, qui est qui est compréhensible par Google et qui est pertinente et qui permet de générer des signaux utilisateurs sur les pages parce qu'on a mis des quiz, parce qu'on a mis des simulateurs, parce que les gens cliquent sur les pages, ils restent longtemps sur les pages. Il y a un taux de rebond qui est très faible. Enfin voilà, tout ça est pris en compte. Et dans 90% des cas, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire des backlinks en fait. Parce qu'en fait, Ouais. la concurrence n'arrive même pas à ce niveau-là. Si vous arrivez à faire ça à ce niveau-là, dans votre niche, dans votre concurrence,
bah, vous êtes dans le top, peut-être 5 en fait et vous serez, dans le top 5 tant que les concurrents n'auront pas fait mieux que vous sur ces aspects-là. Par contre, Et demain, c'est si c'est vous ça en que avez 10, si vous avez 10 concurrents sur la SERP, vous avez des contenus, vraiment vous vous arrachez les uns les autres, il y a une concurrence de malades et c'est franchement tous les contenus sont propres, les sites sont propres, tout le monde est OK. Bah là, par contre, les backlinks vont faire la différence, mais pas avant, certainement pas avant. moi j'aime bien dire, et ça rejoint ce que tu dis là, hein, que généralement de toute façon pour se positionner, c'est un le contenu, alors bien sûr qu'il faut que votre site y tourne et tout, hein, mais un le contenu, 2 le maillage interne et 3 les backlinks et c'est comme tu l'as dit là, toujours en fonction des concurrents. Si les concurrents n'ont pas de backlinks et arrivent à se positionner avec, parfois zéro lien externe sur les pages, qui sont dédiées là sur les mots-clés que vous voulez travailler, c'est pas les backlinks qui font la différence. Alors vous pourrez en faire un ou 2 si vous voulez, si ça vous chante, mais en tout cas c'est d'abord le contenu et ce que vous allez présenter pour répondre à l'intention de recherche. Donc ne cherchez pas à faire du backlinks là où il n'y a pas besoin. En plus, ça peut vite coûter une blinde pour pas grand-chose. Donc vigilance, vigilance sur les backlinks. C'est un outil, c'est un levier. C'est pas la solution. Leçon numéro, on en dit à quoi? Ah, c'est la dernière. La numéro 11, ouais. Numéro 11. C'est à toi, Romain, je pense, C'est à celle-là. moi? OK. Ouais. Les outils SEO qui ne donc seuls ne peuvent pas remplacer les vérifications SEO manuelles. Bah oui, en fait, pour le coup, on est consultant, hein, Seb et moi, donc on utilise des outils, au quotidien. Alors les outils, c'est génial, hein, et puis c'est de mieux en mieux. On a de plus en plus de data, ça devient de plus en plus intéressant, même sur l'UX et tout. Il y a certains outils qui se démarquent nettement et donc c'est super intéressant pour nous, hein. C'est un peu nos outils de travail au quotidien, hein, clairement. Mais on peut pas se reposer là-dessus, en fait. En tout cas, ça serait vraiment réducteur de réduire un consultant SEO à l'utilisation de ces outils, à sortir des tableaux de bord et des rapports comme ça à la volée tous les mois. Non, c'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est tout le travail d'analyse, en fait, que vous allez faire après sur les datas qui sont sortis par les outils. Mmh. Les outils vont potentiellement faciliter la visualisation des données. Ça, c'est vrai. Vous allez avoir ça va être classifié, ça va être beaucoup mieux présenté qu'avant. Les outils se perfectionnent, prennent beaucoup plus de data en compte aussi. C'est de plus en plus pertinent. On se rapproche un peu de ce que fait Google, en fait. C'est-à-dire que Google va piocher des signaux à droite à gauche et pas uniquement sur son moteur de recherche. Donc les outils maintenant connectés arrivent à ressortir de la data. Mais en tout cas, on peut pas. C'est-à-dire que demain, si vous allez sur SEMrush ou Ahrefs, hein, qu'importe, vous allez auditer votre site comme ça rapidement, même en prenant un abonnement, vous allez générer un rapport, parce que vous pouvez générer des rapports comme ça à la volée, il va vous proposer de les personnaliser un peu. Bon, c'est pas parce que vous allez sortir ce rapport-là, vous allez travailler tout ce qui est mis en évidence par SEMrush que votre site, il va être monstrueux, quoi. Et je dirais même loin de là, quoi. C'est même presque contre-productif. Parce que ce que ne fait pas SEMrush et ce que peut faire un bon consultant quand il analyse votre site, c'est la pondération, en fait. C'est tel levier, est-ce qu'il est plus pertinent à aller travailler ou pas dans cette thématique versus un autre client qui aura la même problématique, mais ce levier-là sera moins intéressant à aller travailler, en fait, versus la concurrence, versus ce qui apparaît dans les SERP. Voilà, c'est vraiment tout ce travail d'analyse, de pondération, de priorisation de toutes les étapes SEO qu'il faut aller mettre en œuvre, toutes les précaux, qui font la différence, en fait. Les outils, enfin, c'est bête, hein, ce que je dis, mais bon, un outil, ça remplace pas ce que vous voulez faire avec un outil, en fait. C'est aussi con que ça. Ouais, Si puis vous avez un marteau, le marteau va pas construire votre maison. Qui c'est qui va construire la maison? C'est le maçon qui utilise votre marteau. Le marteau, il aide le maçon, mais c'est le maçon qui fait la maison. C'est pas l'outil, c'est pas le marteau. Vous voyez, c'est un peu. ouais, c'est ça. Et puis en plus, sachant que en plus ces outils se gourrent. Alors, enfin, si vous prenez SEMrush, Oui, oui, c'est ça, en enfin plus, ouais. SEMrush aujourd'hui, vous prenez les intentions de recherche de SEMrush. Enfin moi Oui, je n'en en prends plus, ouais. pas compte du tout, quoi. Je veux dire, c'est complètement biaisé. Alors déjà parce qu'il les classifie, soit comme ça, soit comme ci. Des fois il met les 2, mais c'est faux. Donc combien de fois il classe des trucs en informationnel alors que c'est du commercial ou vice versa. Donc de toute façon, les intentions de recherche, sont complètement biaisées. Enfin moi je trouve que SEMrush est pas du tout bon sur le sujet. Après ça reste, très compliqué déjà parce que même nous déjà quand on regarde des fois c'est entre les 2 et faut vraiment, gérer et viser l'intention de recherche. Mais attention aussi aux data qui sortent, hein, où des fois ça tombe à côté de la plaque. Une intention de recherche aujourd'hui, la meilleure des solutions, c'est d'aller voir, taper le mot de recherche en navigation privée, c'est mieux, et vous allez voir ce qui ressort et vous allez étudier ce qui est fait par la concurrence. Déjà, ça va vous permettre de voir ce qui est attendu par Google et donc derrière par les personnes qui recherchent, qui ont tapé le mot-clé, quoi. Mais c'est clair que les outils peuvent se gourer, quoi.
et se gourre régulièrement en plus. Donc il y a pas d'outil, il y a pas d'outil magique. Voilà et puis après si c'est juste pour gérer de la data, comme tu le dis Romain et ben, dans ce cas-là, l'IA, et l'automatisation va le faire, aussi bien que nous donc il y aura pas besoin de consultants SEO pour ça. Donc là, ce qui est important, c'est justement le jus de cerveau et ce qu'on en ressort et ce qu'on définit comme, stratégie. C'est surtout ça. On arrive au terme de ces 11 leçons que moi je trouve alors je sais pas ce que tu en penses Romain, moi je les trouve assez pertinentes. Je les aurais pas mis dans le même ordre, parce que je pense que comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une question de gérer les priorités qu'il n'y a pas dans ces leçons-là. Mais je trouve que l'article est quand même plutôt bien, enfin moi ça je suis plutôt d'accord avec ces 11 leçons qui résument quand même assez rapidement, les 11 choses qu'il faut faire en SEO pour pouvoir, performer quand même, hein. De façon très simpliste, bien sûr, parce qu'on n'est pas rentré dans le détail, mais c'est plutôt assez juste. Ouais, ouais, non, c'est à peu près ça, j'étais en train de réfléchir à un ratio type sur un site, tu vois? Sur, l'importance de chaque levier. Ouais. Tu vois, si on prend vraiment une moyenne, hein, on va dire, ça dépend des sites, mais en moyenne, moi, je vais dire que c'est entre, le contenu, ça va être entre 50 et 70 de vos résultats. Mmh. La partie technique, ça va être entre 10 et 25 pour les plus gros sites, on va dire. Et le netlinking, pour moi, ça va être entre 10 et 20 quoi, grand Mmh. max, sur les sites, quoi. Tu Ouais, je vois? te C'est rejoins. pour avoir un ratio comme ça, donc on se rend vite compte qu'en fait, le contenu, hein, bah, c'est juste central, hein. Tout ce qu'on peut faire sur la partie on page, bon, vous avez déjà au moins la moitié du travail, je pense, sur un SEO. Si vous avez bien travaillé vos mots-clés, si le contenu est propre, si le maillage interne est propre, vous avez au moins la moitié, si ce n'est plus en fonction des thématiques et souvent plus d'ailleurs, je pense. Mais donc voilà, c'est clairement, s'il y a une leçon à retenir, je pense que c'est ça, c'est que vraiment, ça dépend beaucoup de la typologie de site. Mmh. Aussi. Pareil, la taille du site, la thématique, voilà, mais tout ça s'analyse et s'apprécie en fait en détail et c'est de là que peut naître une stratégie, qui est vraiment adaptée à chaque site et à chaque verticale, à chaque, voilà, à chaque domaine, enfin voilà, Comme quoi, de toute façon, il y a pas une seule stratégie, voilà, tous les chemins ne mènent pas forcément à Rome, hein, dans le SEO, faut être, vigilant, et puis on sait très bien que dans le SEO, de toute façon, des fois, on prend un chemin, et on sait que, on sait de toute façon, de temps en temps, on va se planter, hein, parce que, c'est pas tout n'est pas inscrit dans le marbre, donc on sait que, on va reprendre, retracer un nouveau chemin, voilà, alors on arrive au bout, de toute façon, on arrive à performer, mais parfois, on passe par des chemins de traverse qui sont un peu plus longs que ce qui était prévu en fonction des sites et en fonction de la concurrence, c'est la vie n'est pas un long fleuve, tranquille. Ça c'est certain, de toute façon. Donc le SEO non plus, loin de là. Donc c'est pour ça que de toute façon la réponse préférée des consultants SEO, c'est: «Ça dépend». Voilà, comme ça, bon il y en a que ça arrange bien de dire ça. ça, c'est un bon ouais, mais c'est un bon indicateur, hein, un Ouais, consultant qui vous dit: «Ça oui, dépend», en fait, qui veut pas vous donner une réponse tout de suite pour vous faire plaisir, sur le SEO, bah, c'est plutôt rassurant, en fait. ouais. Plutôt qu'un consultant qui va vous dire: «Ah oui, il faut faire ci, ah non, faut faire du netlinking, je vous dis, c'est sûr, ça va marcher», non, en fait, ça dépend et s'il a pas analysé en détail, il peut pas vous dire comme ça d'emblée, il faut faire ça, quoi. Ouais. Clairement, OK, beh, je pense qu'on est arrivé au terme de ces, 11 leçons. Voilà, on espère que ça vous a permis de vous ouvrir encore, de plein de chakras, oui, chaque fois, ouais. d'autres ouais, c'est ça. On va rester très zen sur le sujet. Il faut rester zen en SEO, hein, parce que ça n'arrête pas de changer. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, sous la vidéo, sous le podcast, mettre des pouces en l'air, des étoiles. Voilà, merci en tout cas encore pour tous ceux qui, prennent le temps de le faire. On remercie aussi notre partenaire OneMyDay qui nous suit depuis le début. Merci les copains. On rappelle qu'ils ont une super, et plein de belles formations, voilà, dans tout ce qui est digital, donc notamment le référencement naturel qu'est le SEO et avec un accompagnement de coach qui est top, donc qui allie, l'humain au digital et ça, c'est super. Donc encore merci OneMyDay, merci à tous de nous suivre, à toute l'équipe. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis on vous dit à bientôt. Salut, Salut, ciao, ciao, à la prochaine. ciao.